Alors, bonsoir et bienvenue à la FCPK en direct à cette édition du 27 janvier 2020. Alors, encore une fois, ce soir, on va vous faire un suivi euh, du cheminement du projet de loi 40 à la Commission de la culture et de l'éducation. Je vais donner la parole à Jean-François Rioux, notre secrétaire général. Alors, Jean-François, si tu veux activer ta caméra. Oui, bonsoir. Bienvenue à la FCPK en direct. Aujourd'hui, un autre petit suivi de l'avancement des travaux, un peu au même stade qu'on était la semaine dernière au tableau du cheminement du projet de loi 40. En fait, on est toujours naturellement à l'étape 4 qui se trouve à être l'étude article par article. L'étape qui a débuté officiellement le 28 novembre, qui a eu une petite pause pendant le temps des fêtes, puis qui s'est recommencé déjà depuis 2 semaines. Donc, on continue toujours là-dessus. La semaine passée, je vous parlais que les parlementaires avaient commencé l'étape de discuter de tout ce qui était pour les enseignants. Donc, les articles du projet de loi qui touchaient les enseignants, c'était à ce niveau-là qui commençait. Ça s'est poursuivi la semaine passée. On est toujours encore en date de clôture jeudi, le dernier de la commission. On est toujours en train de discuter de l'aspect des enseignants. Donc, quand ça va recommencer la semaine prochaine, parce que cette semaine, c'est aussi congé pour les parlementaires au niveau des commissions. Ils sont en caucus de leur parti, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'audience cette semaine. Donc, quand ça va recommencer mardi prochain, on va toujours sur les derniers articles à traiter au niveau des enseignants. Puis par la suite, l'avenir nous dira quel thème sera choisi par les parlementaires pour continuer le travail de l'étude article par article. Donc, cette semaine, il y a eu quand même plusieurs adoptions d'articles. On va faire comme la semaine passée, passer en revue les articles qui ont été adoptés, puis expliquer un peu rapidement c'est quoi les modifications, qu'est-ce que ça représente. Le premier article qui a été modifié, c'est l'article 4 du projet de loi qui vient modifier l'article 19 de la loi sur l'instruction publique. La semaine passée, je vous parlais que la grande question qui était discutée au niveau des articles pour les enseignants, c'était de la place qui serait donnée dans la rédaction des articles pour ce qui est de la reconnaissance de l'expertise puis de l'autonomie professionnelle. Donc, le premier article, la première modification ici, on a voulu élargir la question de l'expertise essentielle en pédagogie. Initialement, dans le projet de loi, cette expertise-là était reconnue dans le cadre du projet éducatif, puis des dispositions de la présente loi. L'amendement qui a été adopté à l'article 19 prévoit que cette expertise-là va être reconnue aussi au niveau ça s'élargit au programme d'activité ou d'études établi par le ministre. Ça, si on se rappelle bien, cette phrase-là, c'est quelque chose qui avait été amené dans le projet de loi 12 sur les frais chargés aux parents. Donc, c'est comme une suite logique dans tout ça. Puis, la phrase qui prévoit que les enseignants vont posséder une expertise essentielle en pédagogie. Ensuite, l'autre modification qui a été faite, c'est un ajout d'article qui n'était pas initialement prévu dans le projet de loi, l'article qui devient 19.1 en fait, dans la loi sur l'instruction publique, c'est sur la question de l'expertise de l'enseignant en lien avec les évaluations. Ça a été longuement discuté qu'on voulait que l'enseignant ait une expertise quasi complète au niveau de l'évaluation, mais il fallait le prévoir aussi d'une manière à ne pas se créer de problèmes dans l'avenir en prévoyant une expertise complète pour ce qui est de l'évaluation quand ils ont, dans les faits, l'enseignant qui ne pouvait pas avoir une expertise, par exemple, au niveau des demandes de révision de notes ou au niveau des examens du ministère. Dans ce cas-là, vu que les copies repartent au ministère, mais si on prévoit que l'enseignant titulaire va avoir l'expertise complète pour l'évaluation, puis les notes qui en découlent, ben, il y a un petit problème de concordance. Que ça a été longuement discuté de savoir, toutes les parties s'entendaient pour prévoir ça dans la loi, mais c'est le comment le mettre sur papier qui a créé beaucoup de débats pour finalement arriver avec l'article 19.1 qui dit que seul l'enseignant a la responsabilité d'attribuer un résultat suite à l'évaluation des apprentissages des élèves, mais qu'on prévoit ce droit-là en partant. Puis, on va restreindre à quelques exceptions à l'article 463 pour les cas que ce n'est pas l'enseignant qui va corriger les copies,
Il y a aussi 470, quand on parle aussi des examens du ministère, puis 96.15 puis 110.2. C'est deux nouveaux articles. Deux articles, c'est pas nouveau, mais des articles et de nouvelles modifications qu'on va parler dans 2 petites secondes pour ce qui est des demandes de révision. Fait que c'est les seules exceptions à la règle qui prévoit que seul l'enseignant va être en mesure de donner des résultats puis d'évaluer. Donc, j'en parlais, l'article 96.15, puis je vais traiter 96.15 puis 110.12 en même temps, parce qu'en fait, c'est la même modification, mais pour 2 situations différentes. 96.15, c'est pour les écoles primaires, secondaires, puis le 110.12, c'est exactement les mêmes mots, mais pour ce qui est des centres aux adultes puis de formation professionnelle. C'est vraiment la même modification, mais pour deux penchants différents. Donc, au départ, l'article 96.15, la façon qu'il était présenté dans le projet de loi 40 initialement, avant qu'il y ait les amendements, c'était que on parlait de majoration automatique du résultat, puis que la direction avait comme un droit, après avoir consulté l'enseignant, de majorer le résultat d'un élève s'il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement scolaire. En fait, avec les amendements qui ont eu un amendement plus un sous-amendement sur cette partie-là de l'article 96.15 puis 110.12, on a changé la gymnastique un peu. On parle maintenant de demande de révision. Dans le fond, le directeur peut permettre la révision d'une note d'un élève, mais on va prévoir vraiment les situations dans lesquelles ça va s'inscrire, que ce n'est pas automatique, puis il faut que la demande de la direction de demander une révision de notes, si on peut dire comme ça doit être motivé par écrit. C'est un peu la même finalité, mais de la façon de le rédiger puis la façon de l'introduire dans la loi était différente. De parler de le directeur peut majorer un résultat, mais le directeur peut demander aussi une révision de notes à ce moment-là. Puis ça fait partie des 2 exceptions que je parlais à l'article précédent, là, que dans des cas comme ça, ce n'est pas automatiquement l'enseignant qui est titulaire qui va avoir l'expertise d'évaluer puis de donner une note. On se garde une petite latitude ici pour pas qu'il y ait de problème d'exécution de la loi ainsi que ça va être adopté. Prochain article, c'était le 457.1. C'est une modification de concordance parce que si on se rapporte encore à 110.12 et 96.15, pardon, cette révision de note-là est modulée par un pouvoir réglementaire du ministre. Donc, le ministre se réserve le droit de réglementer la façon dont ces révisions vont fonctionner. Bien, s'il prévoit le pouvoir réglementaire, il faut que ça soit dans les articles du pouvoir réglementaire. Donc, il y a un paragraphe numéro 4 qui a été ajouté à 457.1 qui prévoit que les conditions et modalités applicables à la révision d'un résultat prévu à l'article 96.15 ou 110.2. C'est comme l'autorisation qui est présente pour qu'un règlement qui va suivre sur la révision de notes puisse être fonctionnel. Ensuite, 2 petites modifications pour terminer que je vais traiter ensemble parce que c'est les mêmes modifications, mais pour 2 situations très, très semblables, mais que c'est dans le fond, c'est au niveau du redoublement. Initialement, la façon que c'était prévu à 96.17, c'était pour un élève du préscolaire qui redoublerait au préscolaire, puis 96.18, c'est pour les autres les autres années à l'enseignement primaire. Donc, ces 2 articles-là, c'est les mêmes modifications. Au départ, on parlait d'une demande qui devait provenir des parents en premier lieu, puis après ça, il y avait une consultation de l'enseignant, puis il y avait une décision qui était prise. Maintenant, on a changé un peu la gymnastique de ça aussi. Au lieu que ça provienne d'une demande motivée des parents, mais le directeur peut demander à ce qu'il y ait un redoublement, sauf qu'il va nécessiter le consentement des parents, bien sûr, puis une consultation de l'enseignant. Fait qu'au lieu que ce soit un pouvoir qui émane à partir des parents qui font la demande en premier lieu, bien là, c'est la direction qui va pouvoir suggérer le redoublement, puis obtenir le consentement des parents, puis après ça, avec la consultation de l'enseignant. Puis si on se rend compte que c'est une mesure nécessaire pour faciliter le cheminement scolaire de l'enfant, bien, ça va aller dans
dans ce sens-là. Fait qu'en bout de ligne, ça reste que le parent a quand même un grand pouvoir décisionnel à ce niveau-là. Là. C'est que ça prend son consentement pour aller de l'avant, mais au lieu que ça provienne en premier lieu des parents, ben, le directeur peut le suggérer, puis sa demande va suivre son cours ensuite. Donc voilà pour ce qui a été adopté la semaine dernière. Juste faire un peu un wrap-up du temps qui a été passé sur les sujets. La semaine passée, je parlais que les 6 articles qui avaient été adoptés dans la rubrique choix de l'école ont nécessité 40 heures de travaux. Depuis ce moment-là, on est tombé dans le thème enseignant. C'est 25 heures qui ont été allouées sur ce thème-là jusqu'à maintenant. 5 articles du projet de loi concernent les enseignants, puis sur ces 5 articles-là, il y en a 4 qui ont été adoptés. Donc, on parle de 4 articles, 25 heures de travaux. Ce qui s'en vient, en fait, c'est le cœur du projet de loi on n'a pas encore eu d'études. Sûr qu'il y a quelques amendements qui ont été annoncés d'avance par le ministre, mais si on se met en perspective, on vient de passer 65 heures sur 2 thèmes non complétés. Puis quand on envisage le reste du travail, il va y avoir beaucoup d'heures puis de travail qui devrait être efficace aussi parce qu'on parle de 100 articles qui vont traiter du centre de service. On est approximatif, c'est environ 100 articles. Une quinzaine d'articles sur les comités centre de service qui inclut le comité de parents, ce qui est primordial, puis aussi une trentaine d'articles sur le conseil d'établissement. Fait que rapidement, c'est 145 articles approximativement qu'on juge vraiment comme étant le cœur du projet de loi qui n'a pas encore été étudié. Puis actuellement, on a un 65 heures de travaux qui ont été faits sur 2 thèmes. Comme je vous dis, il va falloir qu'il y ait du travail efficace qui s'en vienne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail sur le cœur du projet de loi et sur les questions qui vont nous toucher directement. Donc voilà pour mon suivi hebdomadaire sur les travaux du projet de loi 40. Comme je dis, cette semaine, c'est congé pour les parlementaires, mais ça va recommencer de plus belle la semaine prochaine. Merci Jean-François. Alors, c'est maintenant à Corinne Payne de prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, la semaine passée, nous avons traité l'amendement sur la composition de le conseil d'administration, les CSS. Alors, je vais parler en détail parce qu'on a passé un bon 20 minutes là-dessus la semaine passée. Si vous n'avez pas lu ou pas vu encore, je vous suggère d'aller voir la vidéo qui est sur notre canal YouTube de la semaine passée, le 20 janvier, qu'on a fait. On a révisé cet amendement-là parmi tout le reste. Alors, puis aussi, comme on a dit la semaine passée, avec cet amendement-là, on a eu une de nos exigences, puis 3 de nos recommandations qui étaient entendues. Alors, ce soir, je vais vous parler d'autres amendements qui étaient proposés par le ministre. Alors, jeudi, le 23 janvier, le ministre a déposé 2 autres amendements. Alors, on va juste garder les questions dans notre consultation qui sont attachées ou qui ont un lien direct avec ces amendements-là. La première question, c'est la question 22. Êtes-vous favorable à que le conseil d'établissement doit faire la promotion à la valorisation de l'éducation publique auprès des parents et de la communauté? Alors, vous pouvez voir, c'est partagé, mais qu'est-ce qui est vraiment sorti en discussion au CG à propos de cette question-là? C'est la valorisation de l'éducation ne doit pas juste tomber sur les conseils d'établissement, mais ça doit être aussi la responsabilité de la ministre, puis surtout de le centre de service pour faire la valorisation. La prochaine question que j'apporte à votre attention, qui était dans le sondage, c'est la question 31. Puis cette question-là, ils disent, êtes-vous favorable à que le CSS ait pour mission de soutenir et accompagner des établissements afin de blablabla, veiller à la réussite des élèves? Tu peux voir aussi, c'est fortement agréable, mais on avait parlé de les conditions puis qu'est-ce qui était important. Puis surtout dans la mission de CSS, qu'est-ce qui était important aux yeux des parents dans le oui mais puis les non, c'était de garder l'aspect de le centre de service, de garder aussi un œil sur le social, économique et culturel de son région. Alors, on va aller dans les amendements proposés par le ministre. Alors, le premier amendement, je ne vais aller pas en détail non
non plus. C'est amendement sur l'article 90, c'est le rôle du directeur général. Dans la loi d'instruction publique, c'est l'article 201. Puis j'ai résumé en 2 petites lignes, mais il y a plusieurs lignes dans le vrai amendement. Il ajoute la mission de veiller à les établissements des liens étroits avec les municipalités. Mais là, qu'est-ce qui est allé détailler, c'est que les DG à ce rôle-là de veiller à établir puis à assurer des liens étroits avec les municipalités. Puis même dans l'article de loi, il dit à cette fin, il rencontre au moins 2 fois par année des représentants des municipalités suivantes, dont le territoire, puis il nomme des possibilités parce que certaines, c'est des municipalités régionales, d'autres, c'est des municipalités locales, puis il y en a d'autres, des agglomérations, exemple aux îles de Madeleine, à Longueuil, etc. Alors, c'est vraiment que le DG a c'est un ajout dans le rôle de la DG ou une clarification dans le rôle de DG d'assurer d'établir les liens étroits avec les municipalités. Je vais parler plus en détail avec cet amendement-là. Je pense que les DG, s'ils sont contentes ou pas contentes, ils peuvent parler avec les personnes nécessaires. Puis la même chose, les municipalités, s'ils sont contentes ou pas contentes, ils peuvent en parler avec les personnes nécessaires. On va pas parler à leur place. Alors, on va laisser ça dans leurs mains. Il y a des grandes organisations qui peuvent les bien représenter à ce niveau-là. Le deuxième amendement qui a été proposé par le ministre le 23 janvier, ça va vraiment, l'amendement sur l'article 93, c'est la mission le centre de service. Puis ici, on peut voir qu'il y a des mots-clés qui sont ajoutés. Le mot de veiller à leur réussite éducative, le mot éducative était ajouté. Aussi, de la gestion efficace, efficiente et équitable. Ça, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup parmi les discussions à notre CG, mais aussi par plusieurs d'autres organisations qui sont faites, les représentations aux commissions d'études, puis pendant les commissions parlementaires, excuse-moi, c'est l'équité. Puis aussi, la prochaine, c'est un petit peu plus long. Les centres de services scolaires veillent également à la promotion et la valorisation de l'éducation publique sur son territoire. Alors, on voit que la valorisation est ajoutée en collaboration avec les établissements d'enseignement et le comité de parents, de même qu'ils contribuent dans les mesures prévues par la loi du développement social, économique et culturel de sa région. Alors, ça, c'est vraiment ce qui a été souhaité par notre conseil général, surtout l'aspect que la valorisation, c'est une responsabilité aussi de le centre de service, puis que le développement social, économique et culturel de sa région ne va pas écarter comme c'était proposé le 1er octobre avec le dépôt, le projet de loi. Alors, on va continuer à cocher des recommandations sur notre liste. Alors, on a 2 recommandations qu'on peut dire qui sont entendues avec ces amendements-là. La recommandation numéro 6, que l'FSPQ recommande que la valorisation d'éducation soit la responsabilité du ministre et des centres de services. Puis, la recommandation numéro 7, qui demande que, comme je dis, la contribution au développement social, économique et culturel de sa région doit garder dans la mission des centres de services. C'est des plus petites recommandations, on peut dire, comparées avec nos exigences, mais quand même, on voit qu'on est entendu, puis le ministre, il fait... Je pense qu'il passe à travers tout son projet de loi, puis écouter tout le monde, puis il est en train d'ajouter des amendements. Et c'est sûr qu'il peut en avoir plein, puis il peut y avoir des sous-amendements. On sait que le parti d'opposition, ils sont très ouverts, puis très rigoureux d'ajouter des sous-amendements, puis des autres amendements aussi. Alors, juste faire un petit résumé. Nous avons jusqu'à date une exigence et 5 recommandations qui sont entendues. Il reste une exigence et 23 autres recommandations à suivre. On avance. On continue nos communications avec tous les parlementaires de tous les côtés de la table. Nous sommes un groupe parmi plusieurs avec des demandes. Alors, si on était les seuls qui avaient des demandes, ça va être bien le fun, mais on sait qu'il y en a plusieurs d'autres organisations qui les demandent aussi. Alors, le ministre, il faut qu'il trouve l'équilibre, puis
il y a assez de répondre aux demandes de tout le monde. Bien, le plus important, c'est qu'on ne lâche pas, puis on est déjà sur la bonne voie. Si on regarde qu'il y a juste si peu de la loi qui est traitée encore, on voit des avancements, puis il va sûrement avoir d'autres avancements dans les semaines puis les jours qui suivent aussi. Alors, sur ça, je vous passe la parole à Stéphanie Rochon. Je sais que c'est rare que Stéphanie nous parle, mais Stéphanie est responsable des communications, puis elle va vous parler des communications. Alors, Stéphanie, je vous passe la parole. Merci. Donc, pour conclure la séance, ce soir, notre équipe souhaitait revenir sur un article qui a été publié dans le journal Le Devoir la semaine dernière, le 23 janvier pour être plus précise. Puis, comme ça concerne le projet de loi 40 puis la position de la Fédération, on voulait en parler ce soir pour faire quelques mises au point. L'article s'intitule « Le projet de loi 40 crée des dissensions dans les comités de parents ». C'est un article de Marco Fortier du Devoir. Puis, il y avait 3 éléments qu'on tenait à clarifier ce soir par rapport à ça. Ce qu'on apprend dans l'article, c'est qu'il y a eu une plainte formulée par 4 signataires de 3 commissions scolaires et les plaignants reprochent à la Fédération d'avoir accueilli favorablement des modifications récentes au projet de loi annoncé par le ministre. Donc, en effet, la Fédération des comités de parents du Québec a publié un communiqué le 15 janvier. C'était intitulé « Amendement au projet de loi 40 ». Une des exigences des parents a été entendue. Puis, je vais juste vous relire le premier paragraphe pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. La FCPQ est satisfaite de l'amendement concernant la composition du futur conseil d'administration déposé aujourd'hui, le 15 janvier, au cours de l'étude détaillée du projet de loi 40 par le ministre de l'Éducation. Selon cet amendement, les parents siégeant sur le conseil d'administration seront élus par et parmi les membres du comité de parents et devront rester membres du comité de parents pendant leur mandat. Donc, cet amendement-là a été abordé la semaine dernière, puis on vient tout juste d'en reparler aussi pendant la FCPQ en direct de la semaine dernière. Donc, ce lien-là entre le comité de parents puis l'instance de gouvernance principale, c'était la première exigence des parents qui a été dégagée lors du Conseil général. On lit cependant dans l'article, toujours dans l'article du Devoir, que cet appui contrevient à la position de la FCPQ adoptée l'automne dernier en Conseil général. Ce soir, on souhaitait rappeler que la position de la FCPQ n'a pas changé depuis le Conseil général de novembre. Les recommandations puis les exigences sont écrites dans le mémoire dont on vient de vous montrer le lien vers notre site Web. Puis, on s'est dit satisfait de l'amendement déposé parce qu'il rétablit le lien entre le comité de parents et l'instance de gouvernance. Puis, même là, il n'y a rien d'acquis parce que c'est un amendement qui a été déposé la semaine dernière qui pourrait être retiré ou modifié. De là, l'importance de dire que ce point-là satisfaisait aux exigences des parents. On tient à rappeler ce soir que la FCPQ n'a pas concédé des points qui ont été décidés au cours du Conseil général. On continue nos communications pour que les parents HDA soient représentés, qui était d'ailleurs notre deuxième exigence, et que toutes nos recommandations tiennent toujours. Donc, on se rappelle qu'on en avait 28. Donc, comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Le deuxième élément à clarifier, on lit dans l'article, toujours dans l'article du Devoir, que les présidents de 23 comités de parents ont écrit au ministre Roberge lundi pour réclamer une révision complète du projet de loi 40. C'est ce qu'on lit vers la fin de l'article. Puis, c'est important ici pour nous que les parents aient l'information complète et exacte. Donc, juste pour clarifier ce point-là, c'est le mouvement Je protège mon école publique qui a publié un communiqué lundi dernier qui s'intitule « Une révision complète du projet de loi 40 est nécessaire ». Donc, on l'a à l'écran aussi. Donc, le communiqué de « Je protège mon école publique » mentionne une lettre qui a été envoyée au ministre le 5 décembre dernier
Puis cette lettre-là a été de nouveau envoyée au ministre la semaine dernière parce qu'elle a obtenu plus de signataires depuis avant les fêtes. Donc, les signataires, on parle de 23 personnes qui sont présidentes de comités de parents, dont 19 personnes qui sont présidentes de comités de parents membres de la Fédération. Donc, ça représente près du tiers du membership de la Fédération des comités de parents. C'est pas négligeable. Puis, pour cette raison, j'aimerais vous relire la demande qui était formulée dans cette lettre-là, signée par les 23 personnes présidentes de comités de parents. Donc, l'objet de la lettre, c'était « Une adoption à toute vapeur, c'est non ». La lettre est adressée à M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec, et la demande qu'on retrouve dans cette lettre: nous vous demandons instamment de laisser les parents vraiment prendre la mesure des enjeux du projet de loi 40. Oui, M. Roberge, prenons vraiment le temps de bien faire les choses. En regardant bien, on voit que la Fédération des comités de parents, on a fait une demande similaire à ce qui se retrouve dans cette lettre-là, le 3 décembre, donc 2 jours avant la diffusion de la lettre par Je protège mon école publique. Puis notre communiqué du 3 décembre s'intitulait « Projet de loi 40. Les parents demandent aux parlementaires de bien faire les choses ». Puis on lit dans le premier paragraphe « Considérant les nombreux enjeux abordés dans le projet de loi 40, la FCPQ demande aux parlementaires de prendre leur temps pour l'étudier. » Donc ce soir, on voulait adresser ces 2 éléments-là qui étaient abordés dans l'article du Devoir, qui semblaient avoir besoin de clarification chez certains de nos délégués et d'autres parents engagés qui nous ont contactés. Le 3e élément que je veux aborder brièvement, pour ceux qui se le demandent, on lit dans l'article du Devoir que Maître Jean-François Rioux a répondu aux plaignants que la neutralité et la transparence du cheminement de votre plainte sera respectée. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ça ce soir. Puis, j'aimerais juste finir le segment communication, actualité, en rappelant le mot de clôture de Kevin Roy à la fin de notre conseil général de novembre. Il disait « La force de la Fédération est d'avoir un forum où les délégués, malgré leur diversité d'opinions, peuvent dégager un consensus et de grandes lignes de pensée. » Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, ça conclut la présentation pour ce soir. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autres interventions de prévues. Donc, on vous rappelle encore une fois que d'abord, la vidéo de la présentation de ce soir va être rendue disponible dans les prochains jours. Fait que s'il y a des gens qui ont manqué quelques instants pour des raisons techniques, vous surveillerez nos plateformes pour pouvoir revoir la présentation. Il y a aussi 1 ou 2 personnes là, qui ont posé des questions en cours de route, mais on ne pouvait pas répondre aux questions ce soir pour des raisons d'organisation, je vais le dire comme ça. Alors, si vous avez, je vais noter les questions et puis si vous voulez communiquer directement avec les services conseils de la Fédération, vous avez les coordonnées ici à l'écran et là, on pourra répondre directement aux questions que vous nous avez posées. Là-dessus, bien, je remercie Jean-François Rioux qui a débuté la présentation ce soir, Corinne Payne, évidemment, notre directrice générale, et Stéphanie, qui a conclu là, avec un petit retour sur l'actualité. Pour ma part, bien, je vous dis merci beaucoup et bonsoir. Et on espère à la semaine prochaine où on aura d'autres informations. On vous fera une mise à jour de l'information qu'on aura, même s'il n'y a pas de travaux comme tel à la commission cette semaine. Alors, merci beaucoup et bonsoir tout le monde.